Bienvenue au Polysécure. On va dire épisode spécial. Ça va être une rétrospective 2022. Je suis accompagné de Frank. Ouais, salut Nicolas. Bonjour à tous. C'est bien content de vous revoir. Effectivement, rétrospective 2022, mon Dieu. Quelle année. Ça commence à... Ça augure bon pour la suite du podcast. Un pour le podcast, puis pour 2023, ça va être assez fou aussi. Ça va être une forme un peu moins standard, en tout cas du moins avec toi, sur cette approche-là. Et notre premier sujet d'entrée, ça va être l'identité. Mais toutes ces facettes, dont les mots de passe, dont tout ce que le MFA, dont les voûtes de mots de passe, dont tout ce que ça comporte comme la beauté de l'identité sur les internets. Sur les internets, j'aime bien comment on peut préciser ça, mais tu me laisses pas tout seul comme en magistral. Non, je te laisse pas tout seul. Tu me laisses pas tout seul. Bah, écoute, au niveau, par contre, effectivement, l'identité, ça a été, je pense, l'année à cause post-pandémie. En même temps, je dis post parce que bon, je sais même pas si on est post ou prêt pour le moment. On n'est pas encore venu en endémie, donc pour le moment, on va se dire qu'on continue quand même un gros filet, ou en tout cas on a la grosse queue de la comète qui continue, et ça a amené évidemment toutes les questions et les soucis du travail à distance. On l'a vu pendant la pandémie, les Teams, l'organisation de l'entreprise, évidemment, à savoir comment s'authentifier et autoriser en fait les choses, même si les développeurs ou certaines choses étaient effectivement connues pour gérer ça depuis un petit bout de temps, mais ça a mis évidemment le boost total, et les gens ont fait des fois un peu tout et n'importe quoi. Donc le problème de l'identité aujourd'hui, c'est qu'on entend tout et son contraire, parce que évidemment on confond les fédérations, on confond les AD et les Azure avec Microsoft, on confond la connexion avec évidemment les social login tels qu'on les entend quand vous vous connectez avec du Facebook, Google et compagnie. Ouais, puis parenthèse, si vous faites du social avec Twitter, coupez ça immédiatement. Ne vous utilisez plus ce compte-là pour vous loguer nulle part, parce que clairement le nouveau propriétaire est un peu hostile. Ouais. Donc, il ne respecte aucune règle. Fait que puis d'ailleurs, parenthèse, si vous avez vos DM en Twitter, des choses privées, considérez qu'ils sont publics maintenant, parce qu'il peut vous les ouvrir dans la face n'importe quand. Fait que si on revient sur l'identité. Non, c'est complètement ça, avec évidemment cette histoire. Rien que déjà qu'on parle d'identité, qu'on parle de réseaux sociaux, pour moi, c'est carrément antinomique. Pour le coup, on va pas répéter que plus vous donnez de choses à Facebook ou à Twitter ou à d'autres, plus tout le monde se marre. Je dis pas qu'il faut vivre caché et autres, il faut juste les utiliser comme bon outil, mais c'est sûr et certain, et rappelez-vous que si c'est pas payant, c'est vous le produit. On est bien d'accord? Donc si évidemment vous loguez avec du social login quelque part, et je parle pas du social login professionnel tel qu'on l'entend, que vous pourriez passer par Okta ou Auth0 ou on va dire des plateformes qui sont normalement développées par du monde professionnel pour justement empêcher aussi, en l'occurrence aussi, de se faire voler les mots de passe, parce que maintenant c'est quoi, Nicolas venait de dire évidemment pour les mots de passe, je fais une petite apparenté rapide, mais là pour faire du brute force, il faut savoir que le hivesystem.io ou le côté de, je crois que l'entreprise, je voulais pas vous dire de bêtises pour l'autre, c'était le fameux tech de password, c'était comment, my password, c'était hivesystem.io/password pour les brute force voulus. À aujourd'hui, en brute force, on est devenu beaucoup plus fort avec les outils actuels. Pour vous dire une petite chose, number only, donc que des nombres, que du lowercase en letter, que du uppercase en letter avec majuscules, minuscules. Et puis si on prend les nombres et les majuscules, minuscules en lettres, donc quelque peu trucs rigolos en brute force, 10 caractères. Donc là, je prends juste le niveau de ce que je viens de vous dire. 10 caractères, on va dire 10 caractères. Déjà, les gens, quand on avait 8, donc 10, on va se dire, waouh, je suis quand même super cool. Donc 10 caractères. Si je prends 10 caractères, en number only, c'est instantané. En lowercase, par rapport évidemment aux lettres, c'est 4 minutes. En majuscule, minuscule, pour 10 caractères, c'est 3 jours. Avant, c'était quand même 3 mois, donc on est passé à 3 jours. Et là, les nombres et les caractères majuscules, minuscules, c'est 3 semaines.
Donc, pour du nombre, du upper, donc du majuscule, minuscule et des symboles, toujours en 10 caractères, vous êtes à 5 mois. À 5 mois. Alors ok, il faut une masse de calcul, on va me dire oui, c'est le Jack the Ripper, machin. Je vous rappelle qu'il y a des leaks à plus en finir, presque pas tous les jours, mais presque toutes les semaines, si ce n'est tous les mois. Un des derniers en date, vous avez qu'à aller voir Troy Hunt et tous les DHI des compagnies, c'est une vraie catastrophe sans nom. De voir les leaks et les pastilles qui se baladent avec maintenant carrément même pas les hashes, mais même voir des fois les mots de passe en clair parce que les mecs se font plaisir grâce évidemment à tous les hashes qu'ils ont récupérés à Linkid et à tous les autres leaks de faire des mappings de int et de trucs. Donc ils ont à peu près 91% de tous les hashes qui pourraient correspondre à des mots de passe qui dépassent justement les 10-12 caractères. Donc il faut monter à aujourd'hui pour avoir, quand vous faites du nombre, avec nombre, lettres minus et majuscules et évidemment symbole, il faut monter à 11 caractères pour passer à 34 ans. Et là, après, au-delà de 12, on est à 3 cailleurs, donc on est à 3000 ans. Mais on est à 3 ans avec les nombres et compagnie. Donc à 11-12, en brute force, sur cette partie-là, si on met des symboles et donc les clés classiques, il faut passer de 11. Donc, on vous le dit régulièrement, on le répète assez souvent, utilisé pour monter au moins jusqu'à 16 minimum. Ouais, pour moi, c'est minimum. Puis, je disais, la longueur est meilleure et même mieux que la complexité. Puis ça c'est plate pour ceux qui ont longtemps dit que la complexité était importante. La longueur a préséance sur la complexité. Donc, si vous avez, justement, vous montez à 16 avec des lettres et des chiffres, c'est déjà mieux que 8 complexes. Avec des lettres et des chiffres à 16 sur sans complexe et avec des alors sans majuscule ou avec majuscule? Avec majuscule. Avec majuscule, c'est 3 BN de years, donc c'est 3 billions d'années. Donc vous voyez, sans avoir aucun symbole et aucun problème et aucun point, vous avez juste mis des chiffres, des majuscules et des minuscules. Oui. Donc c'est sûr et certain que quand vous mettez même du lowercase en lettres, on n'a qu'un mot de passe en lettres et minus. En 16 caractères, c'est évidemment 3 cailleurs, c'est 3000 ans. On est en 16, c'est 3000 ans. Par contre, évidemment, si vous mettez que des chiffres, les chiffres, c'est mort. Hein. Les chiffres, ça fait partie des mathématiques oubliées. Les chiffres, c'est même à 16, on est à 5 heures. Hein. Donc, ça cherchez pas. Là, même à 18, c'est 3 semaines. Donc, les chiffres, oubliés. Les chiffres, c'est les codes PIN. Il y a trop de facilité avec les chiffres pour le faire. Donc, ça, vous oubliez. Faut mettre des lettres. Mais dès qu'on commence à mettre des lettres, et que ça soit minu, maju, on mélange, on fait des trucs et compagnie, vous voyez, on monte à 173 millions d'années pour du 16 avec du uppercase et que des lettres et du minuscule. Donc, vous comprenez que ça commence à devenir. Et là, on n'a rien mis de compliqué. On n'a pas mis de tilde, de dièse, de dollar, de point d'exclamation, de trucs. Alors, des fois, on me pose, et je le répète, et je le rappelle, et je le redis, on me pose la question, comment veux-tu que je me souvienne d'un truc 16 caractères, ou je vais prendre carrément on va en parler tout à l'heure, puisque tu voulais parler aussi de mots de passe avec les vaults, hein, les pass managers. Je rappelle aux gens, vous avez souvent des mots de passe de 8 que vous rappelez depuis que vous êtes petit, ou en tout cas depuis que vous faites de l'informatique. Vous vous en rappelez au moins de 3 ou 4. La plupart du temps, on l'a tellement utilisé, ou des gens en ont tellement utilisé de 8 pendant, je sais pas moi, presque 4, 5 ans, 6 ans, ils se rappellent de leur mot de passe d'il y a 10 ans et pas des fois celui-là qu'ils viennent de choisir la semaine d'avant. Mais purée, mélangez-les. Vous en avez 2 de 8 que vous savez par cœur depuis presque dans votre ADN. Vous en avez 16. Si vous les mélangez et que vous me mettez un point d'exclamation entre les deux ou n'importe quel putain de symbole, 16 avec les symboles, nous sommes à 92 milliards d'années. Ouais, youpi. Donc il n'y a pas de photo parce qu'avec 16, là on est tranquille, on se fait pas avoir et puis à la limite, vous avez même pas besoin d'avoir un LastPass ou un machin ou un pass manager si vous savez en plus gérer vos mots de passe à différents niveaux. Vous pouvez vous en rappeler de facilement 2 ou 3 de 16 à démultiplier les fameux 4, 5, 8 que vous aviez. Et puis à partir de là, ou voire même si ça, je vais me faire tuer par certains, peut-être même par Nicolas tout de suite, mais vous pouvez prendre le 16 que vous connaissez, puis inversez-le, puis remettez un autre truc, puis un autre dièse, comme ça, à la limite, au pire, ça a un deuxième, mais peu importe. C'est tellement compliqué à le savoir que là, de toute façon, c'est pas fait. Puis là, vous différenciez les mots de passe selon tout ce qui est bancaire, tout ce qui est évidemment gros truc de gouvernement, ça c'est celui-là, puis lui je l'utilise nulle part ailleurs que pour mon mail et puis pour ça, parce que mon mail c'est normalement mon entrée de ma vie.
Et puis à partir de là, j'en mets un deuxième pour tous les réseaux sociaux, j'en mets un troisième pour toutes les merdes que je fais à côté, j'en mets un quatrième pour tous mes avatars, pour tous mes trucs de développement, j'en ai rien à secouer. Pas non plus spécialement une merde, parce qu'il faut pas trop qu'ils se rajoutent évidemment à ceux qui sont en haut. Donc évidemment, on le remélange, hein, s'il vous plaît, mettez pas moi les mêmes, parce que sinon ils vont me rappeler en me disant ah, on a fait ce qu'on t'a dit, mais là, mais même si vous en mettez 16 dans les réseaux sociaux, c'est encore mieux que si vous m'en mettez un moche de 8, là, c'est toujours pareil. Donc honnêtement, c'est ce qu'il faut faire à date, c'est d'essayer de plus vous augmenter votre longueur, mieux vous vous portez, et n'oubliez pas non plus les trashs des comptes que vous n'utilisez pas. Vous jetez bien à la poubelle des vieilles choses, vous jetez à la poubelle des trucs qui vous va plus, vous jetez à la poubelle des choses que vous utilisez plus. Si un compte, c'est comme quand on déménage, hein, une valise qui est pas ouverte ou un carton qui est pas ouvert après 6 mois, c'est que tu peux jeter, t'as pas besoin de ce qu'il y a dedans. Bah, c'est pareil. Vous avez un compte que vous avez pas été, bah, vaut mieux le détruire. Et vaut mieux dire au compte, bah, peu importe, vous avez vos commandes, vous avez mon machin, peu importe si c'est de la boutique, peu importe, à part si c'est un abonnement d'un logiciel. Mais même là, s'il est plus utilisé, c'est pas la peine. Vous killez votre compte et quand vous en aurez besoin, vous pouvez le refaire. Parce que sinon, c'est des mots de passe qui durent et qui restent pendant 2-3 semaines, 2-3 ans et que vont finir dans un leak, ça de un. Mais l'autre problème, puis ça, je l'ai vécu à certains endroits, parce que ça a été très drôle parce que ça m'est arrivé dernièrement. Il y a un compte dans un système que je me rappelais plus que j'avais, qui est comme revenu à la vie parce que j'ai reçu une alerte que comme quelqu'un m'avait ajouté dans le système du site. Fait que là, j'ai fait, j'ai l'existence de cette affaire-là. J'avais créé un compte à une époque lointaine. Fait que là, je suis allé sur le site. Mais le problème, c'est là le point, c'est que des fois, il y a des sites qui ne permettent pas d'effacer les comptes. Ça, c'est vraiment de la merde. Exact. Ou c'est très difficile de trouver l'endroit où on peut effacer le compte. Dans ce cas-ci, j'ai été capable de l'effacer, mais ça m'a pris un bon 10 minutes à trouver l'endroit où il me permettait de faire ça. Puis là, tu sais, je suis pas une nouille, là. Puis ça m'a pris 10 minutes de trouver l'endroit où il avait caché, là, parce qu'ils veulent vraiment pas que tu détruises ton compte. Ben, ils veulent pas que tu te défasses. Donc, souvent, c'est dans des dangers zones qui vont évidemment pas te donner. Alors, dans la bonne pratique, c'est dans les settings, des profils, c'est un peu loin, mais des fois, ça peut être dans, genre, au fin fond d'un autre sous-menu, d'un sous-menu, de la gestion du about ou au sujet du service qui fait qu'à un moment donné, tu veux dégager ton compte. Je vous rappelle que votre droit à l'oubli est une obligation légale, surtout au Canada comme ailleurs en Europe. La GDPR, je vais pas vous la citer. Donc, vous mettez la fac ou vous regardez si dans la fac, il y a tout de suite, évidemment, une suppression de compte. Je vous invite évidemment à que quand vous voyez un service et qu'il n'y a pas de suppression de compte ou de profil, d'ailleurs, Apple, maintenant pour les iOS, c'est une obligation quand vous voulez désormais avoir un produit. D'ailleurs, ça fout le bordel depuis maintenant 6 mois, là, puisque ça y est, ils l'ont officialisé pour août de cette année. Désormais, maintenant, quand vous faites une application iOS avec Apple et compagnie, si vous avez pas, ils le voient pas, hein, ils vont le tester. Puis je peux vous dire que pour en faire un truc iOS, c'est des vrais salopards, hein, les Apple, là, pour ça, et ils sont alertes. S'ils mettent pas ou vous mettez pas un endroit, puis ils vous le demandent, parce que maintenant, même dans l'Apple Store, ils vous le demandent où ça se trouve, du fait de dire delete le profil, automatiquement, ils vous refusent l'application. Donc, de toute façon, vous pourriez même pas déposer une application dans App Store si vous n'avez pas le délai de profil. Donc, si eux le font, la plupart du temps, Apple a aussi ses déviances, mais il a quand même la bonne pratique comme à peu près tout le monde. Facebook a fait, et ça va nous remettre d'ailleurs sur notre notaire 3.0, qu'on aura peut-être le temps de parler tout à l'heure, mais dans cette notion-là, en termes de droit à l'oubli, quand vous avez un site où vous voyez que vous pouvez pas effacer votre profil ou que c'est pas possible, bah ça, soit vous expliquez, enfin vous envoyez un mail au support, soit vous faites un truc en disant, moi c'est clair, la loi numéro tant, que vous pouvez choisir de là où vous habitez, je me donne le droit de faire, dites-moi où il faut, ou effacer mon profil, dégager mon profil avec mon mot de passe pour plus y avoir accès. Moi j'ai dû le faire 2 ou 3 fois sur certains sites où je ne trouvais pas, puis qu'en fait ils avaient pas mis l'option, ou en tout cas ils voulaient pas le faire. J'ai écrit au service technique, ou même, c'est même pire, il y en a je crois, le 3e, c'était marqué sur leur fac, si vous voulez qu'on supprime le compte, vous devez nous envoyer un mail. Évidemment, tu penses qu'après derrière, ils essayent de vous rattraper comme ils peuvent, hein, ou en tout cas d'essayer de faire. Mais faites attention parce que c'est évidemment en laissant avec l'historique et la date de tout ce que vous faites avec le truc, où vous dites, il y a 4 ans, oh là là, on avait fait une blague une fois, j'avais fait une démonstration pour le Hackfest avec évidemment Cédric, sur un pointing password qu'on avait fait en présentation avec Martin, je ne dirais pas ni le nom de famille, donc Martin et Cédric, pour ceux qui connaissent un peu les trucs, ils vont reconnaître éventuellement les personnes que je parle.
Mais à partir de là, même Cédric, on l'avait eu, parce que c'était un compte qu'il avait de Kijiji qui remontait d'il y a 6 ans qu'il avait complètement oublié. Et le problème, c'est que ce compte avait un mot de passe de 7 caractères qui, évidemment, était leaké et craqué complètement et qui, évidemment, a été retrouvé de cette manière. Donc, c'est pour vous dire à quel point toutes ces histoires de trash et d'historique, plus vous effacez les points, plus vous maîtrisez, ça vient aussi de la maîtrise de son environnement et la maîtrise, évidemment, de ses comptes, et plus vous avez moins de problèmes avec vos mots de passe. En tout cas, c'est entre autres, on a tous notre vieux compte d'il y a 10 ans avec 7 caractères de long, parce que probablement même le site nous empêchait d'aller plus loin que ça dans certains cas. Là. Il y a eu assez une époque où il bloquait. Effectivement. Donc, on a tout ça qui traîne. Puis, je dois avoir un bon nombre de sites comme ça qui doivent traîner. C'est là pour ça, moi, parce que je sais que tu n'es pas une utilisateur de voûte de mot de passe. Pour ça, j'aime beaucoup la voûte de mot de passe, parce que ça me permet de répertorier tous les endroits où j'ai un compte. Tous les endroits. Fait que quand j'ai besoin de faire un tour puis d'aller chercher, ben j'ai un logiciel qui me le permet facilement de remonter puis de voir tous ces éléments. C'est vrai que la vie numérique est importante de se la cartographier. Moi, j'avoue qu'à cause de mon vieillage, vous pouvez pas nous voir, mais on a encore quand même pas mal de cheveux gris. Mais le fait est, c'est que moi, les LastPass de ce monde, même les KeePass qui remontent déjà pour à peu près certains, à peu près 8-10 ans là-dessus. Moi, ça fait pas d'hier. Hein. J'ai eu les premiers comptes Wanadoo en France, quand ça a créé dans les années 99, 2000, 2001. D'ailleurs, ils peuvent même pas effacer mon compte parce que je suis tellement aggloméré dans le bordel du fond que on était les premiers, donc on a des comptes presque indestructibles. La même chose pour mon Gmail, puisque quand Google est sorti en 2006, je crois que mon Gmail est sorti 2 mois après. Le fait est, c'est qu'il a fallu se le fabriquer, son truc. Donc, j'ai pris une habitude, moi, où aujourd'hui, puis je l'ai montré en off à Nicolas, j'ai mes comptes de gérer, je sais où je me trouve avec les anciens, surtout quand vous vous abonnez avec beaucoup de choses au niveau, vous savez, il y a aussi tous les abonnements. Je parle pas des abonnements de mailing list, hein, je parle vraiment des abonnements de forum. Hein. Des fois, vous étiez à Stack Overflow ou à project.com ou à Code Project ou des trucs pour le développement, les trucs pour la sécurité, le demande. Ça en cumule hein, à un moment donné. Vous en avez 1, 10, 20, 30, 40. D'ailleurs, j'ai même arrêté toute cette notion. Petite astuce aussi là-dessus en termes de sécurité, utiliser des outils comme Feedly, par exemple. Feedly vous permet d'avoir un seul compte et au moins Feedly vous permet d'avoir tous les RSS et toutes les putains de news de toute la vie du monde entier, de beaucoup de choses. C'est rare quand il n'a pas quelque chose. On peut même lui soumettre des choses si vraiment il l'a pas. Et ça permet aussi de c'est Feedbin, mon oui, bah voilà, il y en a plein qui existent. Moi, Feedly en est un parce que je me dis qu'il vaut mieux avoir un agrégateur et qu'un seul compte que 10 000 bordels, parce qu'on a aussi, oubliez pas, on a du Discord, du Slack, du Zoom, du Teams, du machin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, au-delà, évidemment, des réseaux sociaux, au-delà des chats, en plus de trucs, Discord, Telegram aussi, en même temps, hein. Sachez que Telegram est quand même un gars russe, pas vraiment très recommandable quand on voit le bonhomme, sur le point, même si ça fait une carton là-dessus. Mais bon, j'aime pas la philosophie qui est derrière. Désolé, je vais pas me faire des copains, hein, mais allez voir un peu ces photos du type quand il se présente avec ses abdos et que le type donne des leçons de morale de comment on fait. Moi, qui s'occupe de son putain de Telegram et qu'il arrête de nous piquer nos affaires et nos trucs avant de me donner des leçons de nourriture. Voilà, moi c'est juste ce que je veux dire. Chacun chez soi et Dieu pour tous. Hein. Donc moi, à partir de là, j'ai des doutes sur le bonhomme. C'est un peu comme Elon Musk qui dit qu'il achète Twitter à 44 milliards, puis que là, il a dégagé des journalistes à ce matin. Hein. Il a dégagé des trucs parce qu'on lui disait pas machin, puis qu'il a remis Trump et qu'il y a ceci et que cela. Vous savez, les gars qui donnent des leçons de morale parce qu'on a les milliards adéquats, c'est assez facile. Mais bon, bref. Oui, c'est là où je veux dire que... je disais tantôt. Protégez-vous. Étant donné que le bonhomme, en tout cas dans le cas de Twitter, puis c'est la même chose pour Telegram, étant donné qu'ils sont pas tellement fiables et qu'ils ont de la capacité, vos messages privés ou vos comptes privés peuvent être basculés ou peuvent être publiés à tout moment parce que dans le cas de Musk, il l'a fait avec certaines notes, ce qu'on appelle le Twitter paper. Là. Il l'a fait, là, il sort des documents sans aucun respect aux gens, sans respect à rien. Fait que si vous avez des choses, effacez-les. Puis utilisez pas ces plateformes-là pour échanger des conversations qu'on pourrait qualifier de privées. C'est un peu particulier parce qu'effectivement tous ces gars-là sont quand même dans une histoire où
Le problème, c'est qu'ils viennent aussi, il faut le comprendre. Enfin, Elon Musk est peut-être un peu moins que Pavel Durov, hein, puisque c'est le nom public d'un des types. Maintenant, il est directeur général, mais c'est le fondateur de Telegram. Hein. Mais la première chose qu'il faut évidemment comprendre à ce niveau-là, c'est que il a fait VKontakte, hein, Pavel Durov, c'est VKontakte de l'époque. VKontakte de l'époque, c'est le Facebook russe. Là. Donc ça s'écrit VKontakte. Et VKontakte, c'était, on va dire, en contact le Facebook russe, et il a été complètement dégagé avec, comme par hasard, et puis là c'est marqué, je suis sur Wikipédia, avec une dissension avec le Kremlin, où il y avait aussi une éviction qui a été faite en plus, parce que l'autre, il décide que du jour au lendemain de quitter le pays, de dire qu'il est végétarien affirmé. Enfin, les mecs, ils sont sûrement brillants, mais on peut tellement pas faire confiance à un moment donné à des notions de lancement à certains égards. Je veux faire attention à ça. Je préfère être en recul quitte à l'utiliser. Moi, j'utilise Telegram, je vais vous dire, j'ai pas le choix, mais je l'utilise en Sandboxy. Donc, il est installé sur du Sandboxy directement. C'est-à-dire que comme il est portable, il est jamais lancé sur ma vraie machine, et je lance la sandbox Windows, je le recopie dedans, et automatiquement je lance dans la sandbox le fait. Comme ça, à ce moment-là, il n'a ni mes points et autres. Et je fournis très peu, parce que c'est souvent pour suivre, évidemment, sûrement des forums pour la plupart du temps, que ça soit sur les forums de Bitcoin, de crypto, de sécurité. Mais même là encore, je veux dire, comme vous a dit Nicolas, si vous avez à un moment donné, comme à Twitter, des systèmes MP, des trucs privés, des choses que vous voudriez faire passer parce que vous croyez que vous êtes dans une zone safe, le libératarisme, moi, honnêtement, c'est pas que je veux pas dire que je veux faire de politique dans un truc, c'est en aucun cas mon point là, mais j'ai toujours du mal dans de l'extrême. J'ai toujours du mal dans des choses où on veut me dire mais moi je suis le plus beau, le plus fort, le machin, un peu comme Musk le fait un peu aujourd'hui, ou comme d'autres qui l'ont fait, et malheureusement je suis pas certain que ça soit la bonne solution. Je pense que c'est toujours l'équilibre qui amène une solution, donc faites attention. Oui, puis je trouve ça, il peut se le permettre, mais faites attention. C'est un paradoxe, ils sont très libertariens, mais ils imposent. Donc, ils sont fondamentalement, ils ne sont pas libertariens, parce que libertarien, c'est la liberté absolue. La liberté absolue, c'est que tu te fous des autres. Les autres, tu te fous pas des autres. Dès du moment que tu essaies d'imposer ton idéologie, t'es plus dans le cas de libertarien, là. Bref, c'est pour moi un peu absurde, cette notion-là. Mais bref, revenons un peu à des notions de cyber. Non, puis on a un petit peu bifurqué par rapport aux réseaux sociaux, mais ce que je veux dire, c'est, il y en a un qui a acheté Twitter pour 44 milliards, Durov, il pèse 15 milliards en 2021. Je peux toujours être le meilleur du monde et le libertarien et dire aux autres, fuck you, regardez, je suis machin, mais c'est sûr qu'avec des milliards en trucs, c'est toujours plus facile. Donc, juste ça, c'est de dire attention d'où on est, attention où on se fait. Il y a des réseaux sociaux. Mastodon reprend évidemment du poil de la bête. Hein. Je suppose que vous en avez sûrement tous entendu parler. C'est un peer-to-peer en réseau social qu'on peut évidemment héberger chez soi. C'est comme GetUmbrel qui permet de faire la privacy. Hein. C'est la nouvelle norme aussi du Web3 demain. Hein. C'est de reprendre la main, de monétiser son propre contenu et de reprendre la main de la souveraineté aussi de son surf et de son contenu. Je vous annonce une petite truc en même temps, on parle de sécurité et de points, ça rentre aussi un peu dans les mots de passe. Vous connaissiez tous DuckDuckGo, mais vous savez que DuckDuckGo s'est fait racheter et il y a peut-être un petit peu moins de vues à ce niveau-là, mais il y en a un qui vient de sortir ça fait à peu près quelques semaines, si je ne m'abuse, mais qui, en l'occurrence, est sorti par des anciens de Google qui ont décidé de monter. Ça s'appelle Neeva. Donc, c'est neeva.com. C'est le premier, comme il dit, le aucun suivi pour le résultat influencé. Donc, c'est le premier moteur de recherche qui dit qu'il est plus influençable et influencé. Donc là, bon, à revoir là où il va se trouver, comment, de quoi, de qu'est-ce, et j'en passe des meilleurs. Hein, c'est toujours le même débat, mais là, en tout cas, d'où vient l'argent. Ça revient, c'est toujours ça. C'est DuckDuckGo, c'est un peu ça. Ça a été très bien longtemps tant qu'il vivait sur du seed money, puis d'un coup, pouf, ils sont fait acheter. Fait que là, on est dans des zones un peu plus obscures. Ces gens-là doivent vivre.
cette technologie-là doit se payer? C'est toujours le même débat quand je le dis, hein, le côté open source gratuit ou je sais pas quoi, mais il y a un moment donné, il faut payer des factures, c'est toujours pareil, donc faut faire, encore une fois, faut faire attention. Voilà. Mais en tout cas, le Niva, là, bah écoutez, regardez, allez voir un petit peu ce que ça donne. C'est un petit peu comme aussi Prompt. Non, c'est pas Prompt, c'est Imperium ou Imperius. Attendez, je le fais un peu en live. C'est peut-être non. Mais c'est toujours difficile de trouver des outils justement. Puis là, tu l'as mentionné en off. Ça dépend toujours de quoi qu'on se défend aussi. Là, tu sais, là, on parle de Twitter, Telegram, mais vous avez. Ça revient toujours à c'est quoi votre modèle de menace? Moi, il y a des choix que j'ai faits. Puis tu sais, j'utilise Google. Là, tu sais, je suis pas, mais j'utilise pas pour tout. Dans certains cas, il y a certaines affaires, j'utilise d'autres structures parce que sont plus adaptées aux besoins. Mais d'autres sont mieux adaptés. Je suis un utilisateur de chez Microsoft, Google, Amazon, c'est comme tout le monde. Puis mon modèle de menace, il était en conséquence. Mais j'ai des comptes. Puis là, on revient au compte pour, on fait la boucle. C'est le volet des mots de passe, c'est les contacts sociaux. Puis toutes ces places-là, mais vous avez des mots de passe. C'est le MFA aussi, le volet qui a été popularisé énormément depuis 2020, depuis que dans le fond, tout le monde a basculé brutalement dans le cloud. Maintenant, ben c'est ça, là, on a été familiarisé, mais là, il faut le mettre partout, ce donné MFA-là, parce que c'est une structure qu'on nous donne pour nous protéger. Tu sais, on a eu le cas des comptes qui ont été hackés, dont au Québec, Guillaume Lepage, entre autres sur Twitter, mais c'est ces comptes-là parce qu'ils étaient insuffisamment protégés, entre autres. Exact. Puis c'est pas facile, là, c'est pas, tu sais, ça prend un effort, tu sais, c'est pas le fun de la MFA, mais il faut faire l'effort. C'est ça. Alors, je veux quand même séparer un petit point pour que, encore une fois, mais je crois qu'on en avait déjà parlé dans un Polysecure, mais je veux quand même être clair. Ne confondez pas le tout est fait avec le MFA, s'il vous plaît. Ça aussi, c'est quelque chose qui est mal galvaudé ou mal expliqué. Donc, je vais peut-être essayer, et c'est pas du tout une reprise, mais de vouloir faire une leçon de quoi que ce soit, mais quand même de remettre les choses encore une fois dans leur contexte. Un tout est fait, c'est effectivement le deuxième facteur que vous prenez. Donc, on va y aller basiquement et prosaïquement. J'ai un compte Gmail. Mon compte Gmail a bien un compte mail qui est mon mail. Je mets un mot de passe. Donc là, on vient de dire tout ce qu'il fallait dire sur les mots de passe. Donc, je crois que vous avez compris. Et au niveau de mon mot de passe, on me demande, après coup, d'ailleurs, normalement, Google vous le force quand même très sérieusement. D'ailleurs, il vous fait chier sacrément et en crise de longs mois, ou en tout cas de longues semaines si vous le faites pas. Et là, il va vous demander de vous rentrer un deuxième facteur. Le deuxième facteur, c'est comme les fameux 3 choses qu'on connaît, ce que je suis, ce que j'ai et ce que je possède. C'est la notion du facteur de dire j'ai quelque chose physique qui me permet de le gérer. Donc ça, on vous l'a précisé dans le tout est fait. On vous renvoie un SMS, on vous renvoie donc c'est un code, c'est un système qui est géré sur le temps, le fameux OTP, puis on va pas parler de technique, ou OATP ou ATH. Il y a plein de techniques tout autour de tout ça. Vous allez googler, vous allez vite trouver les choses. À partir de là, et comme il est basé sur le temps, normalement, on ne peut pas récupérer. Alors, oui, on pourrait, si on vous disait qu'il y a des machins, il y a la fatigue du tout est fait, ça, on pourra en parler un peu rapidement. Mais puis, il y a aussi le côté de contournement du tout est fait aussi parce que des fois, ils vous disent MFA, mais c'est pas vrai. Ils contournent le tout est fait, donc la partie OTP. Mais donc, ils vous renvoient un code. Ce code est normalement à usage unique et de manière randomisée. Et en vous renvoyant un code normalement, ça dépend, mais normalement maintenant c'est 6 chiffres la plupart du temps. Ils veulent augmenter d'ailleurs en l'occurrence, mais c'est 6 chiffres. Et là, vous mettez ce code à 6 chiffres et automatiquement, pouf, ça vous fait rentrer dans votre compte. Donc que vous le preniez par mail, que vous le preniez par SMS, que vous le preniez par Google Authenticator que vous avez dû entendre, que vous le preniez par Microsoft Authenticator ou par OTI. Je viens de dire les 3 outils les plus connus, ou en tout cas ceux qui sont les plus utilisés aujourd'hui. OTI étant AUTHY. Qui est racheté par Twilio, qui évidemment appartenait à SendGrid. En fait, c'était Twilio qui faisait l'inverse. Enfin bref, ils se sont fait racheter et ils utilisent au travers de SendGrid aussi. Et il est multiplateforme. Il est desktop, il marche sous Windows, il marche sous Linux, il marche sous Mac, il marche sous Android et compagnie. Voilà.
Le fait est, c'est que ça vous permet d'avoir un compte en tout effet, comme vient de vous dire Nicolas. Vous avez, et absolument, à cause de la pandémie, à cause de tout ce qu'on était à l'extérieur et compagnie, ça amène en fait un deuxième facteur pour être sûr et certain que c'est vous qui appuyez sur le téléphone, qui mettez, ok, je reçois mon code sur mon mail, je reçois mon code sur mon téléphone, je le mets sur l'écran, obligatoirement genre. Maintenant, le MFA arrive à dire que j'ai toujours ce même compte qui est mon compte Gmail, où je viens de mettre mon mot de passe. Puis là, je viens de dire que mon premier two-factor est mon téléphone. Donc, admettons que c'est mon cellulaire avec Google Authenticator. OK, mais je peux aller dans les settings de Google. Surtout Google, lui, c'est un de ceux qui prônent le plus. Hein, c'est Monsieur Fido Alliance par l'excellence. Puis je sais que Nicolas va parler de Fido Alliance pour d'autres raisons après. C'est Monsieur Fido Alliance par excellence pour aller dire justement, OK, on va faire le tout effet, mais tu sais, je peux te proposer d'autres systèmes pour faire du tout effet. Mais cumulé à déjà ton Google Authenticator. Ah bon? Oui, je peux te mettre une clé. Ah, donc les fameux YubiKey, ou en tout cas une clé USB, les plus connus étant les YubiKey, hein, c'est un peu comme le MP3 de l'époque. Maintenant c'est devenu galbosé, on dit une YubiKey pour à peu près toutes les clés maintenant, mais c'est YubiKey, c'est un peu comme les Ledger pour les cryptos. Là. Donc c'est une YubiKey et vous avez 5-6 marques qui se battent en duel, ça aussi vous pouvez aller voir, il y a chacun a ses méthodes, après NFC, pas NFC, Bluetooth, USB, pas USB, où ils font les trois à la fois. Vous pouvez prendre une clé, vous pouvez donc cumuler votre Google Authenticator puis dire je veux aussi par SMS, si au cas où j'étais bloqué par mon téléphone, ou je le veux aussi par éventuellement mail, ou je le veux par une deuxième clé, parce que je veux une deuxième clé. Il faut savoir que Google est compatible avec 3 clés. Tous ne le sont pas. D'ailleurs, là, Nicolas m'apprenait que Proton n'y était pas encore. Encore, ils ont déployé que très récemment la clé physique. Puis la clé physique, voilà. Jusqu'au moment, du moment où on enregistre, ce que j'ai testé, il y a juste une clé. C'est très inconfortable parce que si on perd la clé, on perd notre accès. C'est ça. Après, tu perds l'accès, ou si t'as pas donc un autre double facteur, vous comprenez pourquoi on dit multifactor, et voilà d'où vient le mot MFA. C'est-à-dire que le mot MFA n'est pas dire que je mets des facteurs, machin, ça veut dire que j'ai plusieurs facilités de tout factor sur le même compte. Comme j'ai plusieurs facilités de tout factor sur le même compte, je deviens par défaut et par récurrence un MFA de ce compte-là, puisque j'ai la possibilité d'utiliser soit Google Authenticator, soit par un SMS, soit par une clé FIDO, peu importe laquelle, donc une clé YubiKey, une clé Titan, même Google fait sa propre clé. Je peux utiliser donc ces différentes parties pour générer le two-factor. Ça n'a rien à voir avec en même temps le triple facteur. Parce que des fois, les gens pensaient que le MFA, c'était j'avais aussi un autre facteur parce que je remets un autre facteur. Non, ça c'est d'autres encore considérations et de contexte où là on va vous redemander à un moment donné, par exemple pour de la sécurité dégradée ou pour éventuellement des choses bien particulières dans certains contextes, de remettre, je sais pas moi, de faire justement un push d'une information qu'on va vous renvoyer sur votre téléphone, ou d'ajouter encore une fois un autre mot de passe, mais qui n'a rien à voir avec le mot de passe de votre compte à l'origine. C'est le mot de passe, par exemple, de l'application après coup dedans, ou un mot de passe supplémentaire pour faire un traitement particulier, donc qui est un troisième facteur obligatoirement pour le faire. Mais le MFA en tant que tel, c'est la possibilité de faire plusieurs fois le même tout effet sur le même compte, mais avec des affaires physiques ou virtuelles différentes et qui permettent. Je vous rappelle aussi que tout ça se génère avec des codes de récup. Vous avez aussi des codes de récupération que je vous adresse à évidemment sauvegarder très soigneusement quelque part. Donc, soit dans un compte mail que vous utilisez jamais, qui peut être en Gmail ou ailleurs et que vous laissez chiffrer, zipper avec un mot de passe dans un zip et que vous mettez dedans. Comme ça, ce compte-là, il est brise-glace ou il a aussi un autre tout effet, mais pas avec votre tout effet à vous. Évidemment, ça va de soi, vous ne refermez pas dans l'intérieur, mais qui vous permet évidemment de le faire, ou vous l'imprimez et puis vous le mettez au coffre, parce qu'évidemment, il ne faut pas le laisser nulle part, mais ça, c'est les codes de récup. C'est-à-dire que quand vous avez vraiment tous les systèmes qui sont genre, la clé est perdue, pas de bol, votre téléphone est cassé, vous rappelez plus de je sais pas quoi, vous avez pas votre SMS et compagnie, là, vous avez votre code de récup qui vous permet évidemment de récupérer l'accès à votre compte. Mais si tout ça n'est pas évidemment mis en place correctement, ou vous n'avez pas les sauvegardes, ça peut coûter cher.
Mais ça demande, c'est ça, Mais ça en tout demande, cas, c'est le... ça demande beaucoup de planification, ce genre de choses-là. Toi, tu mènes beaucoup le concept que puis tu sais, c'est l'autre aspect aussi en termes de gestion des mots de passe, c'est d'avoir une personne de confiance. Toi, c'est ta conjointe qui est ta personne de confiance, mais de toujours avoir quelqu'un de confiance qui a une clé supplémentaire ou qui a une information supplémentaire, justement, dans la notion de notaire 2.0, c'était un peu un des points à considérer parce que dans un cas de décès, mais même dans le quotidien, c'est très important que s'il nous arrive un pépin, le téléphone explose, on est à l'étranger, on n'a pas accès à nos informations, tout ça. Donc, on a une personne qui soit capable de venir justement nous sortir du pétrin pour nous déverrouiller notre vie virtuelle parce que sinon, on est dans la chevaux. Oui, totalement. Puis c'est l'accès total du monde professionnel où on oblige nos entreprises et on conseille nos entreprises, en l'occurrence, d'avoir le fameux effet de bus. L'effet de bus, c'est toujours d'être à deux à avoir l'information. Vous n'avez pas le choix, que ça soit frangin, sœur, père, mère, évidemment conjointe, enfant et compagnie. Il y a obligatoirement, même pour vous, et comme on vient de le dire, notaire 2.0 ou 3.0, qui est le fait est que si vous arrive quelque chose demain, posez-vous la question. On avait déjà une rencontre Polysécure avec Emeline, si je m'abuse, sur tout ce sujet-là et compagnie, c'est-à-dire, posez-vous la question, est-ce que la personne qui reste avec vous est capable de rentrer n'importe où dans votre monde numérique? Si vous vous dites à 2 secondes en disant, bah, déjà, moi, ça me pose déjà problème et je sais pas déjà si je suis capable d'y rentrer facilement, est-ce que ma conjointe ou mon ami peut le faire? Compliqué. Comme vient de dire Nicolas, vous êtes à l'autre bout de la terre, vous venez de vous faire voler vos affaires, vous avez plus votre téléphone, vous devriez avoir accès à votre mail parce que c'est là que vous avez accès à un certain nombre de choses, ou toutes les débarrages d'accès à vos comptes bancaires ou à vos systèmes se font aussi avec votre téléphone. Bah là, pareil, si évidemment avec votre cellulaire vous l'avez pas, il va falloir débloquer à distance, aller éventuellement dans un cybercafé, à l'hôtel, n'importe où, puis d'être sûr et certain d'avoir un accès X ou Y, ou d'avoir cette fameuse clé que vous auriez pris sur vous pendant le voyage, mais que vous laissez éventuellement dans le coffre-fort de l'hôtel parce que à ce moment-là vous en avez besoin. Bref, c'est tout un débat à prendre en compte, et je pense que ça c'est le plus important en 2022, que ça soit dans son monde pro ou son monde privé, parce que c'est quand même évidemment un des points les plus importants du moment au niveau d'autorisation et d'identification. Ça va le continuer en 2023. Puis d'ailleurs, ce qui était intéressant en 2022, autant Apple l'a annoncé de façon très publique, fait que c'est pour ça que c'est rentré dans l'espace public, le fameux passkey, qui est le fameux notion de passwordless, qu'on arrive avec sans mot de passe, qui est essentiellement basé sur tout le FIDO Alliance puis tous ces éléments-là. Tu parlais de Google, qui est un des plus grands participants. Puis d'ailleurs, l'intègre très bien dans ses navigateurs, puis c'est maintenant très mature dans sa technologie. Donc, c'est de voir, là, ça devient dans l'espace public, puis justement pour remplacer. Puis par en dessous, ça remplace plus que juste le mot de passe, ça remplace l'identité sur les sites, parce qu'on est dans un contexte cryptographique. Fait que notre identité, elle est unique par site, par exemple, ce qui nous rend encore un peu plus résistant aux fameux leaks, aux fameuses fuites de données. Fait qu'on n'est plus capable de recoller les différents morceaux parce que tu sais, la réalité, c'est qu'on utilise toujours la même adresse courriel sur tous les sites. Ensuite, c'est facile plusieurs lignes de venir retracer puis comment on existe. Là, quand on a différentes identités sur numérique puis qu'on ne voit pas d'ailleurs par en dessous, mais là, c'est beaucoup plus difficile de rapatrier ces éléments-là dans une même identité. C'est sûr qu'il y a d'autres faiblesses associées au passkey, parce qu'il y a des raccourcis, mais c'est une amélioration qui est quand même intéressante dans l'ensemble et qui simplifie la vie des gens. Bah, en fait, la problématique de tout ce qui est passwordless en général, évidemment, c'est qu'on redélègue de nouveau la délégation effectivement du fameux mot de passe qu'on a pu, puisque c'est lui qui va vous faire un push. Le côté passwordless, c'est que vous pourriez aussi avoir un push qu'on demande sur votre téléphone, un numéro qu'on voit à l'écran, vous devez le confirmer parce qu'il vous en affiche 3 sur votre cellulaire, mais lui, il va aussi vous demander le code ou le code PIN ou votre
votre scénario de points, évidemment, sur votre cellulaire aussi. Le problème, c'est que si vous perdez votre cellulaire, vous êtes fait, mais avec un passwordless, c'est encore pire. Là, faut évidemment, parce que le problème du passwordless, à la différence du tout effet, c'est que quand le système est déjà configuré passwordless, il ne vous donne pas, enfin, il le donne que par défaut. Alors là, il faut évidemment des entreprises matures. Encore une fois, Gmail l'est, parce que Gmail, quand il s'aperçoit qu'au bout de 2 fois, il n'a pas la réponse, il vous dit, bon, voulez-vous vous authentifier autrement? Donc là, à partir de ce moment-là, vous repartez dans les méandres ou dans la partie de logique du mot de passe et compagnie, et donc de tout ce qu'on vient d'expliquer en amont. Mais malheureusement, la partie évidemment password key pour d'autres affaires, s'ils l'ont pas prévu, il faut évidemment être sûr et certain que quand vous l'avez setupé, bah oui, mais merde, j'ai pas mon cellulaire, comment je vais faire, ou est-ce que je peux aller outre mesure? Donc c'est encore une fois un peu comme a dit tout à l'heure Nicolas, pour aller trouver comment effacer son profil, c'est un petit peu compliqué des fois à trouver, ou justement arriver à dire non 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 non, mais j'ai plus mon cellulaire, donc le passwordless, arrête là, passe à autre chose. Ça, il faut le tester avant. C'est vraiment un des points importants aussi, c'est de savoir si l'outil, le service ou la compagnie que vous utilisez, évidemment, sait le gérer et vous donne les possibilités là-dessus. Il faut savoir qu'en plus, FIDO2 et toutes les normes de FIDO, FIDO Alliance et FIDO2, au démarrage de tout ça et vraiment l'objectif au travers du passkey, c'est vraiment le setup. Le setup étant le client tout authenticateur protocole. Le client tout authenticateur protocole, c'est d'être capable, ou que les devices soient capables en externe, donc avec over Bluetooth, USB, NFC, peu importe, s'authentifient directement avec un client plateforme, mais là on parle applicatif. Donc la partie passwordless, c'est plus aussi du côté effectivement applicatif, mais device, mais qui pourrait être du passwordless sur votre Linux, votre Windows, avec Windows Hello ou avec votre clé. Hein. Il y a certains systèmes qui sont des machines qui peuvent le faire, mais le setup, c'est aussi pour basculer directement sur la grosse problématique d'avoir son identité numérique au travers du web, au travers des applications et au travers de la fameuse Secure Safe, Click Secure, enfin je dis ceux qu'on connaît évidemment au travers du Québec là, mais Verify-ID et tout ce qu'on en parle, hein. Tout le monde essaye de faire sa petite salade et sa sauce en disant il faudrait avoir une identité numérique à soi-même unique et qui soit évidemment propre à chacun. Hein. C'est ce qu'on veut au travers évidemment des établissements bancaires ou des établissements gouvernementaux évidemment là-dessus. Donc faut faire attention parce que c'est pas compatible surtout que c'est les browsers hein, qui pilotent tout ça. Donc les U2F API, les Web AutoN API, les Setup 1, les Setup 2, alors c'est déjà compliqué quand on fait déjà du Geo, de l'OpenID Connect et de l'autre. Alors quand on rentre dans le passwordless avec du setup sur du web, je vous dis pas les tirages de cheveux qu'il va évidemment y avoir. À la truc bizarre, parce que ça me fait rire, c'est que comme vient de dire Nicolas, Apple est toujours passkey à mort. C'est sûr que c'est son nouveau terme avec le côté passwordless, mais ils sont pas compatibles avec Safari en iOS et en macOS sur le setup. Alors j'aime bien parce qu'ils font tout sur le passkey, évidemment sur le côté matériel, mais sur le côté browser ou le setup, c'est pas encore supporté. Ça va l'être hein, pour ça, mais pour avoir évidemment le FIDO2 au haut end, je suis en train de regarder, mais vous avez le GitHub, hein, vous pouvez aller voir les AppWare 313. Je mettrai éventuellement le lien. Je vais envoyer le lien direct en l'occurrence à Nicolas tout de suite, comme ça au moins, hop, voilà. Ouais, mais de toute façon, c'est Google qui a annoncé que Chrome était entièrement compatible depuis cet automne. Là, il l'avait mis en bêta, tout ça. Fait que c'est une technologie qui est encore quand même récente, mais d'un point de vue utilisation du navigateur, on commence à avoir un déploiement intéressant que là, les sites vont devoir commencer à basculer vers cette technologie. Mais encore là, le diable est dans les détails, c'est la qualité de l'implantation qui va déterminer à quel point c'est vraiment sécuritaire. Je suis pas convaincu que tous les sites maîtrisent. Ouais, et puis un autre truc aussi qu'il faudrait que vous y alliez. Je suis en train de regarder si je peux récupérer pour vous l'information. Normalement, c'est oui. Est-ce qu'il me le voit là? Vous avez en l'occurrence un site, voilà, oui. Et puis je vais le mettre comme ça en... Ah, ça va vous plaire. Voilà, c'est ça. J'en ai 2, je crois, en plus. Oui, non. Est-ce que c'est 2 là? Comme ça, vous l'aurez sur le lien.
Ça doit être celui-là. Je vais double-cliquer ici. Ouais, c'est ça, c'est celui-là. Alors, vous avez un site qui a été monté. Je le mets dans le chat pour que mon ami Nicolas puisse l'avoir en même temps. Voilà, Nicolas, le tout est fait. Vous tapez tout est fait directory. En fait, c'est tout con. Il y a eu un TLD directory qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Comme les TLD design digital. Enfin bon, maintenant, il y a plus de 4000 TLD qui se battent en duel. Avant qu'on était en .com, .net, .org, c'était assez facile. Maintenant, il y en a des tonnes. Et là, tout est fait, .directory. Ce qui est génial, c'est que c'est par région. Donc, vous l'avez en global, ou après, quand vous cliquez sur la région, vous l'avez par France, Canada, Mexico, Japon, Argentine, machin. Donc là, on peut se mettre en Canada. Et là, en Canada, par catégorie, il vous dit les backupping, les banking, les betting, les cloud computing, les communications, entertainment. Enfin, ils l'ont mis en catégorie énorme et ils vous disent tous les sites et les services qui sont compatibles avec le tout est fait. Donc ça vous permet d'avoir une liste complète en disant tiens, je vais prendre du banking. Là, vous allez avoir toute la liste banking en passant par BMO, CIBC, Crédit Suisse, Desjardins, le MBNA, Meridian, Royal Bank, La Scotia, Tangerine, Simply, TD Bank. Puis là, il vous dit qui est quoi, donc les docs, les SMS, phone call, email, si c'est du token hardware, si Telzem tout support TFA, alors c'est bien parce que la CIBC, par exemple, ou l'HSBC, ou Meridian, ou Service Credit Union, comme ils sont pas compatibles de FA, ce site-là a monté un système Facebook et Twitter pour faire une sorte de comment on dit, de liste d'appels, de doléances, pour aller dire on veut le tout est fait. Et puis vous pouvez évidemment signer une liste pour aller dire à ces gens-là bougez-vous les fesses pour avoir évidemment le tout est fait. Alors c'est sûr que il y en a encore qui font du tout est fait avec du SMS. On connaît les simjacking, vous savez qu'on évite le côté tout est fait avec le SMS parce que on peut encore. Donc je vous invite aussi au niveau de votre brokers ou en tout cas de votre provider de téléphone de savoir que si je sais que Vidéotron l'a mis en place, moi je l'ai fait. Et maintenant il faut avoir un mot de passe pour aller changer sa SIM. Comme ça au moins si quelqu'un se fait passer pour vous parce qu'il vous a reconnu et il vous a mis du social engineering, il voudrait en disant j'ai perdu ma SIM, je voudrais en avoir une nouvelle. Là au moins en mettant un mot de passe en disant ok monsieur, oui vous avez mis un mot de passe vous avez mis encore on parlait de mot de passe, vous avez mis un mot de passe au dossier pour changer la SIM, quel est le mot de passe? Si le mec il a pas le mot de passe, s'il est fait, il pourra pas changer la SIM, donc il pourra pas vous faire du hijacking. Donc allez aussi vérifier si votre provider le fait, si le provider le fait, le fait pas, pardon, vous avez le droit de râler. Voilà. Mais oui, effectivement, la notion de passwordless est évidemment la notion qui doit arriver le plus possible parce que ça va éviter évidemment que des passwords se baladent et que c'est toujours du matériel qu'il faut avoir puisqu'en toute logique, on perd pas non plus son téléphone tous les jours. Mais effectivement, le passwordless comme le passkey, comme le LastPass comme on l'a dit, il faut faire attention à faire que si on vous pique votre téléphone, si votre téléphone n'est pas sous vos yeux, si éventuellement quelqu'un de manière très délicate fait du téléphone copie, s'il y a ce fameux simjacking, s'il y a ces fameux trucs, faire du passkey, c'est évidemment avec juste un simple clic, comme dirait l'autre, c'est simple comme bonjour. Et faites attention, le problème en plus, c'est qu'on file aussi son digital. Ça, je suis contre. Et en plus, avec les empreintes digitales, là, c'est cool. C'est comme Facebook. Maintenant que Facebook a 800 millions de visages, là, vous donnez tous vos digitales à Apple ou tous les digitales à Google. Donc, maintenant, si vous voulez qu'on vous reconnaisse, évidemment, si vous croyez que les flics n'ont pas accès, ou en tout cas la NSA n'a pas accès à ces databases, là, vous mettez le doigt dans l'œil bien profond. Donc là, je peux vous assurer que vos digitales, si vous l'avez mis sur votre téléphone, on sait qu'Apple a déjà travaillé avec le FBI avec ça. Donc, par défaut, voilà, ça aussi, c'est un truc qu'il faut vivre avec. C'est soit vous laissez prise ou soit vous le faites pas. Moi, je l'ai jamais fait, c'est mon point de vue, mais ça n'engage que moi. Maintenant, c'est ça. C'est la notion de se reconnaître aussi au niveau facial. Faites ça avec Windows Hello, tranquille, à la face. Comme vous le savez, la Chine a utilisé la base de données de Facebook pour aller reconnaître ces putains de 800 millions de copains là. Maintenant, la NSA n'a plus besoin de faire de la reconnaissance, ou en tout cas le FBI. Ils ont de toute façon la base de données la plus importante qui n'a jamais été faite au monde, et en plus gratos, c'est fait maison. C'est aussi ça qui pose problème avec ces notions aussi d'automatisation et de faire. Donc, encore une fois, Nicolas l'a bien dit, il n'y a pas de radicalisation à gérer, c'est selon les contextes et contre quoi vous vous protégez. Ça dépend. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher. Et voilà.
c'est ça. Ça dépend de notre confort, ça dépend de ce qu'on est prêt à ou pas laisser tomber, à quel point on va aller avec ça, effectivement. Mais le passkey est quand même une avancée intéressante. Là, c'est plus le volet marketing là, qu'on parle, mais le volet technologique s'en vient, puis ça va être c'est du sérieux. Normalement, en 2023, on devrait avoir des premiers éléments. Puis comme tu le dis bien, il faut avoir un backup. Si vous choisissez la solution que vous allez choisir pour stocker vos passkeys, devra être redondante d'une façon ou d'une autre, d'en avoir au moins 2 copies. Apple le fait. Je crois qu'il y en a d'autres aussi qui le font. Je m'y connais moins que les autres technologies parce que j'ai pas lu les annonces associées. Mais tu sais, là, j'ai lu une annonce, j'ai pas vérifié. Là, on s'entend que je suis pas allé jusque dans les faits, mais je pense que c'est des éléments qui sont quand même très importants parce que si on le perd, on est quand même foutu. Et comme toute technologie, il faut une solution de repli d'égale qualité en termes de sécurité. Sinon, on va se faire Oui, là, pour le passkey, ce que vous a donné Nicolas, vous tapez passkey avec un S à la fin de key, donc PA2SKEYS.dev. Et là, vous aurez évidemment toutes les informations des docs, les devices supportés, le pourquoi ils veulent le faire. Comme vous a dit Nicolas derrière, et la notion du scénario, c'est d'avoir évidemment son intuitivité à pu utiliser le mot de passe et à avoir aussi cette possibilité de basculer le contexte client du côté du web. Mais encore une fois, c'est comme du social login. Donc, ok, du côté du web, mais tu me balances quoi? Est-ce que j'ai accès à mes settings d'identité? Est-ce que je peux gérer? Donc, moi aussi, là, j'ai pas été. C'est Philo 2 avance à énorme pas. Sans aucune mesure depuis des lustres. Le passwordless est de toute façon au niveau de l'alliance et de beaucoup de GAFAM à aujourd'hui, c'est pour eux là le zéro trust tel qu'on l'entend, le buzzword total, parce que ça élimine en fait le problème que les gens n'ont rien à secouer de leur purée de mot de passe, que ça les fait chier d'avoir un tout effet et que si évidemment on mettait du passwordless, bah on se fait du push, ça marche avec un petit doigt sur le téléphone et que tout le monde a son téléphone rivé sur sa main et compagnie. Donc bon, alors après c'est voilà, on fait quoi? Moi, je pense encore une fois que c'est oui, mais je serais mieux tenté à avoir moi toujours une notion de mot de passe. Il faut simplement de pédagogie. Je préfère du passkey ou du passwordless après coup en tout effet, par exemple, qui pourrait être aussi une bonne idée en même temps au lieu d'avoir ça. Ou est-ce que c'est passkey puis il y a plus de tout effet, tout compte fait, tout le monde sera en train de se battre aussi. Pourquoi je mettrais pas du tout effet? Elle me dit ouais, mais tu viens de le faire et tu fais presque du tout effet en même temps avec ton passkey à la fois, enfin ou en tout cas ton passwordless à la fois. Oui, mais à la limite, si je suis à la maison, ça peut être n'importe qui, ou si je suis au bureau et j'ai laissé mon téléphone, ça pourrait être n'importe qui aussi. Donc, est-ce que pour autant je suis autant sécuritaire qu'avant? L'avenir nous le dira pour ça, puisque effectivement, ça laisse encore supposer quelques utilisations, quelques scénarios ou quelques cas à vraiment vérifier pour la suite. Mais intéressant, très intéressant, et surtout, ce qui est intéressant, c'est la partie identité qui va derrière. Oui, mais on va voir quand il va y avoir un usage à grande échelle, parce que là, c'est facile parce de dire que la technologie est intéressante tant qu'on ne l'a pas vraiment testé, ce qui n'est pas le cas encore à grande échelle. Puis là, on va voir justement les scénarios que tu mentionnes, à quel point c'est robuste ou pas. Et justement, tu me mentionnais en off qu'il y a des scénarios de Red Team qui commencent à tenir compte de ces éléments-là, donc qui commencent à avoir justement des gens qui vérifient les faiblesses inhérentes à cette technologie-là et qui justement, là, on va être capable de mesurer à quel point c'est résistant ou pas, ce genre de choses-là. Puis on est dans un univers particulier, puis là, nous autres, on est des technologues. T'sais, moi, je serais prêt à vivre avec 2 cellulaires dans le cas d'avoir mon backup tout le temps sur moi, ou c'est toujours d'avoir un qui prend l'autre, ou d'avoir des clés cassées, c'est-à-dire que j'ai une authentification sur un, une authentification sur l'autre, mais les gens normaux sont pas... puis je pense que les gens normaux sont même pas capables de faire la moitié de ce que le régime que tu t'imposes en termes de gestion d'identité, ton identité numérique et tes mots de passe. J'en connais peu qui seraient prêts à faire ça à ce degré de rigueur-là. J'aime bien trop c'est un peu le problème comme... Ouais, non, parce que c'est sûr que c'est maintenant devenu presque une sorte de rituel commun, donc c'est comme un peu de l'entraînement ou de la nourriture et autres. Je pense qu'il faut aussi trouver son équilibre un peu partout. Mais là, vous avez dû entendre qu'il y a eu
En l'occurrence, un leak dernièrement, si je ne m'abuse, c'est une grosse boîte là qui vient de se faire hacker avec justement un MFA fatigue attack, là, les fameux MFA fatigue attack. C'est parce que comme les MFA aujourd'hui, donc on dit le MFA, mais encore une fois, c'est du tout effet. Comme on vous a mis du tout effet, du tout factor au niveau authentification et qu'on vous le gère souvent dans les entreprises avec en plus une technique qui est c'est dans les 8 heures de la journée, ou quand c'est évidemment des gens en développement ou en admin, c'est même des fois plus genre 4 heures ou 6 heures dans la journée. Donc ils vont faire du MFA genre 2 ou 3 fois dans la journée en même temps, ou c'est les gens qu'on va les renouveler évidemment tous les 24-48 heures avec leur compte. Ils ont l'habitude d'aller appuyer oui, approuve, parce qu'on peut faire du push maintenant. On n'est plus obligé de mettre le numéro. On a oublié de le dire tout à l'heure, mais maintenant ils se sont un peu améliorés. Maintenant, quand ils envoient le système, ils vous demandent d'approuver au lieu évidemment de mettre le fameux numéro de code que je vous ai précisé. Ça, c'est pour le Google Authenticator ou MS Authenticator ou OT. Mais le fait est, et ce qu'il faut savoir, c'est que ça, de l'avoir 2 fois, 3 fois dans la journée, 4 fois, ou en tout cas presque une vingtaine de fois dans la semaine, vous comprenez que si quelqu'un trouve un leak sur un mot de passe et qu'on est le vendredi, il est 4 heures, puis que d'un seul coup, tiens, c'est lui qui se fait un petit passeport spray où il teste éventuellement des comptes, puis d'un seul coup, allez, il teste, tiens, ça marche, c'est passé, mais tout est fait. Donc, il s'aperçoit qu'il a tout fait. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer à le faire, puis vous allez l'avoir, il est 4 heures, tiens, parce qu'ils vont prendre des mêmes trucs du social engineering, on n'a pas réinventé la poudre. Il va savoir que la personne doit aller chercher les enfants, c'est un gna-gna. On va cibler plus une femme qu'un homme. Je suis désolé, je dis pas ça pour ça, mais on sait que les femmes vont être plus rapides parce que les enfants comptent plus vite. Puis là, à partir de là, c'est la foire à l'emploi, infini. On fait une fois, on fait 2 fois. La personne va dire, il me fatigue avec leur truc. Approuve. Trop tard, c'est l'autre qui a pris la main, fini, terminé, on n'en parle plus. Mais ça, et là, il n'y a pas eu de je t'ai pété le téléphone et compagnie. Microsoft a fait des changements justement pour limiter ce problème-là. Ça m'étonne que ça soit pas diffusé, ça n'a pas été ça fait plus longtemps que ça que c'est diffusé dans la partie corporative, parce que sur Hotmail, Outlook.com, ça fait déjà un bout de temps que cette stratégie-là existe, que même si on fait un push, on est obligé de saisir 2 chiffres. Ils nous disent notre localisation de l'endroit où ça s'est fait. Fait que cette information-là nous met. Ça fait d'un point de vue public, ça fait déjà un temps que ça existe. D'un point de vue corporatif, ce n'est que récent qu'on peut l'activer. Ça fait que depuis novembre, ça fait que depuis à peine un an. Ça s'appelait le number matching, le fameux number matching pour préventer les accidents, en fait, comme on dit, de tout effet. Et Microsoft, avec Microsoft Authenticator, ce qui fait, c'est que quand vous avez un push et une décision à prendre avec un signe ou un approve, quand il s'aperçoit qu'avec les conditional access, c'est le unfamiliar pour ceux qui ont l'habitude des Microsoft et des Sentinel et compagnie, donc des unfrequently country ou les unfamiliar IP ou je ne sais quoi. Enfin, quand il voit que c'est pas tout à fait clair, ce qu'il vous donne tout de suite avec, c'est une carte de géolocalisation, en mettant évidemment le approve ou pas, en disant dis donc c'est normal, t'es bien à New York toi? Et là, au moment, c'est pour vous choquer en fait, c'est pas pour avoir encore la même et répéter sur le même truc en disant là je sens que c'est pas tout à fait le truc, puis il était à Montréal ou à Québec, puis là c'est du New York ou du je sais pas où machin, puis là bang. Et là si vous voyez tiens une carte puis de dire pourquoi où puis quoi? Non, je sais pas. De quoi il me parle, là? Ah non, c'est pas moi. Bam! Et là, vous avez tapé non. C'est pour ça qu'ils évitent, évidemment, le côté de trop. Faut le configurer, il est pas automatique. Et comme dit Nicolas, malheureusement, ça a été un petit peu trop long, je trouve. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ça fait à peine un an, mais c'est là. Dans sa face publique, au moins, ça fait longtemps que les comptes Hotmail sont protégés par ça, contrairement aux comptes corporatifs. C'est juste, je trouve ça dommage que la bascule vers les comptes corporatifs ne s'est pas faite. Et ne s'est pas faite de façon automatique. C'est-à-dire que laisse les clients choisir pour l'activer, ce qui va retarder probablement encore plus l'adoption de ce genre de technologie, qui, à mon avis, est mais essentiel. Ça, il y a une raison pour ça. Oui, non, je sais qu'il y a toujours des raisons. Oui, il y a toujours des raisons, mais il y en a une propre à Microsoft, c'est qu'il y a une raison des plans
C'est-à-dire, quand t'es E3, c'est quand t'es E5, c'était en automatique et t'avais pas, mais quand t'es E3, ils peuvent pas te forcer, sinon ça va te coûter plus cher. Et comme ils le mettent sur leur plan, hein, tu sais, c'est pas une OBNL, on est bien d'accord sur toutes les boîtes qu'on est en train de parler. Comme c'est pas des OBNL et que c'est des sociétés, machin, donc ils peuvent pas forcer les gens, surtout sur la partie corporative, parce que ça touche sur des licences et des abonnements. Et pour des raisons évidemment de coût, évidemment, bah tu peux pas l'avoir si t'as pas le plan voulu. Donc s'il faut que tu changes ton plan, puis après ils te le déploient comme tu veux, évidemment, mais c'est évidemment pour une des raisons là-dessus. Puis, pour finir, au travers de Hotmail, et pourquoi ça a été fait aussi, c'est que Microsoft voulait le tester pour lui-même. Et ce qu'il a fait, c'est comme Vista. Pour savoir si ça allait fonctionner, il a utilisé ces gens de Hotmail pour le faire. On a été les bêta-testeurs, en fait, du système. Donc, en nous disant qu'évidemment, c'était évidemment la bonne chose à faire et les bons trucs à avoir et autres. Bon, on va pas dire non des nouvelles bonnes features de sécurité et compagnie, mais évidemment, on a été utilisé comme un banc d'essai. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, puis plus facilement dans leur base de données, puisque là c'est leur base de données directe, puis il n'y a pas de genre je me trouve dans une entreprise, je suis fédéré, j'aurais pas le droit de le faire, ou je sais pas quoi de ce que j'aurais pas le droit. Ben là, pour le coup, ils ont pu évidemment me passer de cette manière. C'est aussi une des raisons pour laquelle la partie privée est plus passée plus vite que la partie professionnelle. Mais effectivement, la notion de fatigue attaque, la notion évidemment des piquages de clés aussi. Hein, on peut aussi il n'y a pas qu'une YubiKey qui peut se ressembler à une autre YubiKey. Donc de subtiliser un portefeuille, ben maintenant on va subtiliser les clés. Donc méfiez-vous. On peut subtiliser. Moi je vois des fois des gens où une fois il y a un gars qui l'avait mis sur son porte-clés. À pas faire. Hein, si on veut voler la voiture, vous avez plus non plus votre clé à two factor. Des fois, la clé two factor va être éventuellement plus chère que la bagnole, hein, surtout si on a accès à différents genres de vos comptes et compagnie ou de votre truc de mail. Donc c'est toutes ces histoires-là qui évidemment va changer encore une fois la fusil d'épaule. Donc je vous invite évidemment à, comme on vous l'a dit avec Nicolas avant, c'est de vérifier la personne de confiance, d'aller vraiment faire un double accès entre votre double femme ou homme, ou éventuellement enfant, parents, ou frères et sœurs, d'essayer d'avoir un système mutuel des fois qui vous permet justement de se dire, bon, si vous bougez un peu moins, c'est sûr que c'est moins grave, vu qu'on est tous plus ou moins des fois à distance et qu'on ne bouge pas, mais il y a aussi les voyages, il y a aussi comment on gère évidemment notre système d'accès. Et puis, évidemment, n'oubliez pas que tout le reste sur du social engineering et on en aura. La guerre en Ukraine l'a prouvé, le warfare a prouvé, la Russie en a prouvé, tous les problèmes qu'on a eus depuis 2022, sans compter évidemment la pré-pandémie ou la post-pandémie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais même plus comment l'appeler, ou avec tous les phishing qu'il peut y avoir. Donc, c'est sûr et certain qu'il faut faire très attention à ce niveau. Très. On va conclure sur ça. On a fait, dans le fond, une très grande dérive sur l'identité pour 2022. Je pense que c'était quand même un point très important. Il y a eu beaucoup d'éléments très importants qui ont changé et qui vont couler sur 2023 aussi, là, en termes de technologie. Puis comment on va aborder ça? Je crois que je crois que l'identité, en même temps, il y a si on veut, en plus, puis je laisserai comme ça, Nicolas adore que je termine avec des idées d'un autre podcast pour 2023, donc comme ça va lui en donner un, mais vous verrez qu'au Sécure, on a une prévision pour faire une très belle présentation sur tout ce qui va toucher, on va dire, quelque chose de précis. Pour le moment, je ne fais pas de spoiler là-dessus, là, pour le coup, là, sinon Nicolas va me crier dessus, mais en même temps, il y avait on va dire, une notion de comment trouver, comme on a dit, l'ID en tant que tel au travers du Verify ID, du clic secure qu'on connaît à Québec. Est-ce qu'on fait du social logging? Est-ce qu'on va faire du social logging par du Verify ID sur les établissements bancaires ou les établissements gouvernementaux, pardon. Et est-ce qu'on va éventuellement dire, OK, on parlait de blockchain, hein, la fameuse notion de blockchain, mais encore une fois, je veux pas aller encore modifier le contexte, mais au niveau de blockchain, il faut savoir que selon la blockchain que vous utilisez ou le type de blockchain que vous utilisez, et surtout celles qui sont évidemment les plus décentralisées en layer 1, hein, celles qui sont évidemment les plus publiques avec une DAO, avec ce qu'on appelle une décentralisation d'organisation, d'autorité. Celle-là, si elle est publique, oui, on pourrait avoir un système numérique, mais votre identité serait plus cachée ou en tout cas serait indélébile en tant que telle, puisque c'est le but du jeu d'une blockchain. On est bien d'accord? Bon. Là où ça devient peut-être intéressant, et pourtant j'étais pas très fan à l'origine de tout ça, mais j'en parlerai sûrement
lors évidemment de cette présentation au Sécure, mais pour d'autres peut-être pas de cost, et on parle d'identité, c'est que les NFT amènent éventuellement cette notion et cette nouvelle notion d'identité du non-fongible token. Le non-fongible token, la notion de non-fongible token, c'est qu'on peut pas le fonger, c'est-à-dire on peut pas le donner. Il est unique. Du fait qu'il soit unique, la notion d'avoir une identité sur un NFT et qu'on permettrait d'avoir plusieurs layers que cet NFT reconnaisse comme c'est évidemment NLF, pour Nicolas. Bah, si Nicolas NLF est là son NFT qui lui-même est reconnu, mais qu'il a accès à son NFT de manière sécurisée avec tout ce qu'on connaît de la crypto autour des NFT qui gèrent de la même manière qu'une monnaie, pour ceux qui veulent, ou de, peu importe, de ce qu'on appelle une blockchain décentralisée telle qu'on l'entend. Après, on l'appelle monnaie, pas monnaie, token, peu importe comment on fait son nom derrière, fait que dans sa NFT, elle est non fongible. Comme elle est non fongible, si on a accès à un système de settings, là, ça sous-entendrait qu'on aurait enfin la main sur notre identité en disant, bah maintenant, de toute façon, si tu veux discuter, il faut que tu discutes avec la blockchain de l'identité qui gère ces NFT d'identité, qui a donc tous les NFT des gens qui voudront aller dedans. Puis que si le mec veut, évidemment, ou la personne veut se dire, bah coucou, moi je suis un site web, c'est bon, je suis compatible avec ça. Bah, au moment où on rentre dans le site web, moi qui a évidemment accès cette fois-ci, comme si je payais avec n'importe quelle crypto-monnaie, comme ça je fais pas de crise à dire que je vais pas citer une crypto-monnaie particulière, que je devrais avoir ma clé privée parce que je suis dans un non custodial, je suis dans un custodial et c'est moi qui gère évidemment ma clé, non custodial, pardon. À partir de là, effectivement, bah moi je prends ma clé privée, je dis oui, je vais bien rentrer dans ton site web. Ok, voilà un bout de mon NFT que je peux te partager, mais moi je vais te partager les informations que je veux te partager. Tu vas pas me prendre ce que je vais vouloir te dire. Donc, mon adresse, ma date de naissance, t'en as rien à secouer. Peut-être mon genre, parce que peut-être éventuellement, et encore, je sais pas. Je vais peut-être te filer mon mail, oui, mais peut-être pas celui que tu crois. Je vais peut-être t'en filer un autre, parce que je vais avoir tout mon système à l'intérieur de ce NFT qui va avoir l'intégralité de mes layers d'identité entre le plus profond et le plus basique que je dis, bah non, pour rentrer chez toi, j'ai besoin que d'un email, d'un mot de passe que toi-même tu vas garder ou que tu vas mettre le hash et que tu vas faire. Puis moi, dans mes idées, ok, ma localisation, tiens, cette fois-ci, je te la donne. Mais je peux rentrer dans un autre web où là, ma localisation, tu l'auras pas parce que l'autre site web, il se trouve dans des endroits que j'aime pas trop qu'on laisse des traces ou quoi que ce soit. Ou tiens, là, t'auras pas ton affaire. C'est là où je commence à me dire que donc il y a des projets qui sont en cours, 2 projets européens. C'est une idée de podcast que je voulais donner à Nicolas. Il aime bien terminer par des sujets voulus. Donc je vous la donne, je vais évidemment le faire, mais si ça vous intéresse, je vais évidemment discuter de ça. Il y a de quoi parler, il y a de beaux projets qui sont en cours là-dessus. C'est évidemment très embryonnaire et puis certains moins embryonnaires, mais que ça fonctionne déjà. Il y a même une boîte française, malheureusement, pour pas la nommer, qui évidemment est une à l'origine de ça. Il y a 2 ou 3 boîtes européennes, il y a une boîte américaine. Alors encore une fois, c'est de la décentralisation totale. On parle du DEX en parlant, mais je trouve que un DEX en NFT pour gérer de l'identité, c'est pas de l'identité avec de la blockchain comme une crypto-monnaie, peu importe comment on l'appelle, la crypto-actif, on va dire, plutôt que crypto-monnaie, qui fait que là, on était indélébile et que là, c'était pas, parce que c'était fongible, c'était transférable, c'était gérable. Là, ce que je veux et ce que je comprends, c'est que là, on est non fongible. Quand c'est non fongible et que je garde ma partie privée, là, ça peut être intéressant à dire, ah bah maintenant j'ai mon NFT de mon identité, et en ayant mon NFT de mon identité, c'est moi qui décide qui, quoi et qui je vais donner, de quelle manière je vais le donner. Ça, je trouve ça super intéressant. Donc si ça vous intéresse, on pourra en parler un petit peu. Parce que moi, ça m'intéresse parce que c'est un sujet dans lequel je suis très curieux, que je suis pas toujours convaincu de ce que j'entends. Puis je pense qu'on aura l'occasion d'en débattre au moins dans un podcast, au moins. Au moins. Effectivement. Mais ouais, c'est vraiment, je trouve une façon de voir la suite des événements pour de l'identité qui peut avoir vraiment son fondement, et de tout ce que j'entends à date d'une identité
enfin repris en termes de pouvoir pour la personne et de distribuer évidemment ce point. Et la manière de le distribuer, c'est qu'il n'y a pas mieux que de savoir que si les gars ne peuvent pas rentrer, tu ne peux plus être compatible qu'avec ce fameux système d'NFT qui fait que là, c'est enregistré dans une blockchain en tant d'authentification et que c'est toi qui la pilote, puisque ton NFT ne t'appartient qu'à toi et que tu as ta clé privée, bah là, tu commences évidemment à dire non, là, pour moi, le coup, c'est à moi, elle m'appartient, elle ne vous appartient pas à vous et vous pourrez plus rien savoir. Et je ne veux plus m'abonner. Et évidemment, il faut un consortium de tout le monde. Hein. Ça va de soi. Hein. Si on est que 10 pleu à faire ce truc-là, ça marche pas. Mais si demain, il y a ça commence à prendre, puis que les sites web commencent à se faire, que le Web 3 commence à prendre la suite, puisque c'est le but du jeu, et que là, il y a une vraie adhésion à faire, que là, c'est 1 million, 2 millions, 3 millions, 100 millions, 500 millions de personnes qui commencent à faire, là, évidemment, ça change la donne. Très hâte d'entendre ça. Sur ce, je te souhaite une excellente année, parce que cet épisode-là va être le dernier de cette année qu'on a ensemble. Ça a été une année très prolifique. Très, très prolifique, effectivement. Et très hâte de commencer 2023. Aussi, donc je souhaite de très très joyeuses fêtes à nos auditeurs et je te souhaite effectivement de très belles fêtes de fin d'année, Nicolas. Merci. À très bientôt à tout le monde. Toi aussi.